Merci Sandrine, bonjour à tous. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a essayé de faire au travers de ces entretiens, donc pour revenir sur ce que vient de dire Sandrine et rebondir également sur ce que Nassiba et Marie-France ont présenté, l'idée était donc de comprendre comment une entreprise parvient à passer d'un niveau de maturité à un autre, donc en essayant de déceler quels sont les leviers et les freins. Et donc, on a d'abord procédé par une approche, on va dire, globale, en essayant de travailler, de comprendre en fait quelles étaient les caractéristiques, donc en termes de pratiques managériales, de pratiques opérationnelles, du lien qui peut exister entre les deux, de la mise en œuvre d'outils ou d'indicateurs par les organisations. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces donc 5 cas d'entreprise, alors ça peut paraître une évidence, mais donc on a une place prépondérante du dirigeant et de sa proactivité dans la mise en œuvre des démarches d'éco-conception, que ce soit à un niveau, on va dire, modéré de maturité comme à un niveau avancé. Donc on va dire que c'est une condition sine qua non pour la mise en œuvre de pratiques d'éco-conception matures, même si donc, ça n'écarte pas évidemment les initiatives ou l'importance que les collaborateurs peuvent avoir dans le développement des pratiques d'éco-conception, mais on retrouve une place importante du propriétaire dirigeant. De manière par contre plus contre-intuitive, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que la mise en place d'outils ou d'indicateurs n'est pas forcément synonyme de maturité de pratique d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on a des organisations qui vont avoir des outils mis en place très rapidement, avec un temps d'existence très faible de l'entreprise, et un niveau de maturité qui peut être très avancé, et à l'inverse, donc des entreprises qui peuvent avoir aussi un niveau de maturité très avancé avec seulement un outil utilisé de manière très informelle. Donc tout ne se rattache pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, à la formalisation et à la mise en place d'outils. Alors ce qui nous permet un peu d'expliquer justement le fait que tout ne tient pas à la formalisation, c'est que sur nos 5 cas d'entreprise, mais comme 95% des organisations privées à travers le monde et aussi en France, en fait, il s'agissait de PME, et même de PME de moins de 50 salariés. Donc, ce qui nous amène à un premier niveau à dire que la formalisation n'est pas une fin en soi et qu'on peut très bien avoir des pratiques informelles d'éco-conception et avoir un niveau de maturité très important. Et que peut-être, ça reste une hypothèse, mais peut-être qu'aller chercher justement une formalisation trop importante dans ce type d'organisation pourrait être contre-productif sur l'efficience des pratiques d'éco-conception. On a un deuxième niveau qui est aussi de dire, finalement, on a des entreprises qui peut-être seraient susceptibles de vouloir formaliser davantage leurs pratiques, mais qui sont dans l'impossibilité de le faire. Et donc ça, on a pu l'observer au travers de facteurs, donc soit facilitants, soit au contraire qui vont ralentir la capacité des organisations à s'inscrire dans des démarches d'éco-conception, qui vont être la maturité de l'entreprise, donc à comprendre juste l'ancienneté de l'entreprise, bien qu'une entreprise peut avoir été créée il y a 1 an ou 2 en ayant au cœur de son activité une démarche d'éco-conception et de ce fait être très mature, on observe quand même que plus on va avoir affaire à une entreprise qui a un niveau d'ancienneté important, plus cette entreprise aura du recul sur ses pratiques et aura une aptitude à développer des pratiques d'éco-conception, à changer ses process et à s'inscrire donc dans une trajectoire de maturité peut-être plus rapide. Deuxième élément, ça va être la maturité du secteur. Si on est dans un secteur dans lequel l'ensemble des acteurs sont, on va dire, en place, que les pratiques sont, on va dire, éprouvées, qu'on a un faible niveau d'innovation, il est évident qu'il est plus simple pour des entreprises qui font partie de ce type de secteur d'activité d'avoir un niveau de maturité plus élevé. À l'inverse, quand on a un secteur qui est jeune, dans lequel il y a encore beaucoup d'innovation, les acteurs changent, alors c'est autant de sources potentielles d'innovation en termes d'éco-conception, mais aussi autant de difficultés pour justement essayer de mettre en œuvre dans l'organisation de nouvelles pratiques. Le troisième niveau, ça va être la place qu'occupe l'entreprise dans sa chaîne de valeur. Est-ce qu'elle est plutôt en amont ou en aval? Ce qui va avoir de l'importance si effectivement elle va avoir besoin de travailler avec ses fournisseurs, ses clients ou ses sous-traitants dans la mise en place de ces pratiques. Et donc ces trois facteurs vont venir influencer 2 facteurs, on va dire secondaires, mais qui ont aussi leur importance, qui vont être la possibilité d'intégration de l'organisation,
Donc quand je parle d'intégration, il ne s'agit pas de fusion ou d'inquisition, mais la possibilité que l'organisation va avoir à gommer les frontières de sa propre entreprise pour être capable justement de partager ses pratiques, ses outils avec ses partenaires, qu'il s'agisse de ses clients, de ses fournisseurs, qui est peut-être un passage obligatoire justement pour atteindre un niveau de maturité dans ces pratiques d'éco-conception supplémentaires. Et donc ça c'est le premier, donc le premier niveau, les possibilités d'intégration. C'est en relation, donc les deux points les plus importants étant à la suite donc l'existence de réseaux et d'outils. Voilà. Encore une fois, si on est dans un secteur, dans une entreprise jeune dans lequel le secteur d'activité est récent, il n'y a pas forcément de réseau portant l'éco-conception autour de cette organisation, ni d'outils existants. De ce fait, une évaluation du niveau de maturité va peut-être être assez faible, alors qu'on peut avoir un dirigeant qui est proactif, avec une entreprise qui a vraiment envie de se positionner sur des pratiques d'éco-conception, mais si autour d'elle, les outils n'existent pas parce que son secteur est trop jeune et que l'entreprise n'a pas encore de recul sur ses propres pratiques, peut-être qu'on va avoir tendance à la sous-évaluer par rapport à ce qu'elle souhaiterait faire. L'inexistence de ces réseaux et de ces outils, ou la difficulté justement de gommer les frontières entre de l'entreprise avec ses partenaires, sont justement autant de voies possibles de progrès pour les organisations comme pour les accompagnateurs de ces entreprises qui vont avoir justement tout intérêt à travailler sur la création d'outils ou de mise en place de réseaux pour ces structures spécifiques.